Bonjour Hubert de la Broderie. Bonjour Adrien de Tricorneau. Vous êtes professeur de finance à l'Université Paris-Dauphine où vous dirigez le master Management financier d'entreprise. Alors les pays européens sont dans une période très particulière de leur histoire puisque leurs taux d'intérêt non seulement à court terme mais aussi à long terme sont devenus négatifs sous l'effet de la politique de la Banque centrale européenne. Alors on perçoit assez facilement qui sont les gagnants de cette évolution. La baisse du coût de l'argent fait des gagnants, mais du côté des perdants, on entend surtout les épargnants allemands se plaindre, un petit peu les banques aussi. Est-ce que d'abord, ceux-là ont raison de se plaindre ? Oui, les épargnants sont objectivement perdants. Alors les gagnants, vous les avez identifiés, les consommateurs, s'ils se financent à crédit, quoique le crédit de la consommation coûte toujours très cher, il coûte en moyenne 16% par exemple. Les consommateurs donc, les États endettés bien évidemment, qui se financent à des taux nuls. Les banques, effectivement, les banques sont l'objet attentionné de la Banque centrale parce que la Banque centrale cherche à maintenir leur rentabilité, à transférer en fait de la profitabilité sous forme de taux de refinancement très très bas, voire négatifs. Mais la BCE a tellement fourni de liquidités que ces liquidités sont stockées et qu'elles ne peuvent plus faire leur travail de transformation, puisque pour pouvoir gagner de l'argent sur la transformation, qui est le cœur du métier banquier traditionnel, le banquier intermédiaire financier, il faut une pente des taux. Or, la politique monétaire a complètement raplati la pente des taux de 0 à 30 ans. Et donc, puis l'argent qu'elle stocke à la BCE, finalement, leur coûte de l'argent. Il y a eu des mesures correctives qui ont été prises, mais en partie, elles perdent de l'argent à stocker de l'argent. Oui, et c'est pour ça que la BCE, le renouveau a consisté récemment à retransférer la profitabilité aux banques. Je crois que ça a été évalué à 7 milliards en moyenne. Donc un transfert de profitabilité par un taux de refinancement très bas. Je crois que les plans de TLTRO 3 sont à 0, insignifiant, ce qui, même si vous prêtez à 3%, permet de dégager un petit peu de profit, si du moins il y a des prêts. Alors, qui sont les perdants, qui est votre question, hein. Qui sont les perdants? Les perdants sont peut-être aujourd'hui et demain, il faut faire une distinction. Apparemment, les perdants, on parle toujours de la bulle immobilière. Donc, à l'évidence, les taux de financement très bas ont solvabilisé les ménages et ont servi incidemment à augmenter le prix de l'immobilier et à favoriser une bulle, mais pas partout. Ce qui est frappant, qu'est-ce qu'une bulle? Ce n'est pas une hausse généralisée des prix, c'est une hausse différenciée. Et tout le monde a présent en mémoire le prix de l'immobilier à Paris, dans certains quartiers, et le prix de l'immobilier dans certaines zones rurales où, à l'inverse, il y a un véritable effondrement. Vous savez bien, quand une usine va fermer de pneus à La Roche-sur-Yon ou à Rodez des accessoires automobiles, ou la centrale de Clairvaux en Haute-Marne, le prix de l'immobilier à Langres va s'en trouver affecté à Auchaumont ou Bar-sur-Aube. Et c'est ce qui est frappant, c'est l'écart de cette bulle entre la hausse des plus-values pour certains dans des logiques, je dirais, de focalisation, et à l'inverse des logiques d'effondrement qui créent des bulles négatives et donc des inégalités. Donc il y a des perdants cachés, il y a des gens qui ne se plaignent pas de cette politique, mais qui finalement la subissent. Est-ce qu'il y en aurait d'autres dans votre analyse, en fait ? Je pense aussi que les taux zéro peuvent avoir des effets secondaires, des effets pas forcément secondaires, sur la décision d'investir. Investissement réel, investissement financier. L'investissement est un choix incertain, risqué, et il faut un salaire du risque. Quand la courbe des taux est plate, vous n'avez pas de prime de temps. Vous renoncez à la liquidité. Il faut une prime de temps. Prime de temps, c'est aux États-Unis, elle existe. Et puis un salaire de risque. Une prime de risque, qu'est-elle? On avance les chiffres de 5%, 7%. Bon. Quand vous n'avez ni prime de risque, aujourd'hui le risque est très mal rémunéré, ni prime de temps, la décision réelle d'investissement s'en trouve affectée et se retrouve par exemple concurrencée par des investissements financiers sous forme de monnaie, de balances de monnaie qui sont liquides et inemployées. Juste un chiffre peut-être, j'ai tiré ça de la Banque centrale, les avoirs sous forme de dépôts à vue, les dépôts à vue dans toutes les banques de la zone euro sont en croissance de 10% par an.
C'est-à-dire que ce matelas de liquidité qui est stocké chez les banques, dont elles ne savent que faire, ne sert à pas grand-chose, et surtout constitue demain une créance sur l'économie qu'il faudra bien honorer. Et donc cet amoncellement de liquidité, cette surliquidité de l'économie peut avoir des effets néfastes, on pourrait en reparler par la suite d'ailleurs, et cette surliquidité peut poser problème. À un moment où la croissance en nominal est peut-être de l'ordre de 2%, 1% en réel et 1% d'inflation, ou 3% si vous voulez en zone euro, voir les masses monétaires augmenter de 10% par an, et il y a un phénomène de ciseaux qui est un peu dangereux. Juste un exemple, si vous voulez, celui de la firme Hermès, que tout le monde connaît et apprécie, par son développement. Hermès, la moitié du bilan d'Hermès, le bilan, 3,5 milliards, ce sont des balances de liquidité. Donc, quid? C'est de l'argent pour le cas où il y aurait des gros problèmes à régler un jour? C'est de la prudence? Ou c'est parce qu'il n'y a pas d'investissement qui leur semble rentable? Alors ça c'est une vraie question, parce que, excellente question, s'il n'y a pas d'investissement suffisamment rentable, quand les taux d'intérêt sont à zéro, c'est qu'on n'a pas de projet rentable. Et si on n'a pas de projet rentable, je ne prétends pas que ce soit le cas d'Hermès, c'est une véritable question sur l'avenir stratégique de l'entreprise. Si elle n'a plus rien en stock, que peut-elle proposer? Alors qu'est-ce que vous prônez de faire pour changer cette situation un peu étrange, effectivement, dans laquelle on est? En fait, qu'est-ce qu'il faudrait viser comme objectif de politique monétaire? Oui, alors, c'est pas moi, mais je sais qu'il y a un débat entre certains. Monsieur Delarosière s'est illustré par une analyse très fine sur l'objectif d'inflation. Faut-il rappeler que l'euro est une vieille monnaie, elle a déjà 20 ans. Ouais. Et à l'époque, ces normes exogènes qui sont tombées du ciel, 2% d'inflation, 140% de dette publique, sont des normes exogènes. Pourquoi ne pas les remettre en cause? Madame Lagarde a dit, je crois qu'elle allait s'interroger sur les objectifs de politique monétaire. Attendons, saura-t-elle faire preuve d'un minimum d'imagination ou de questionnement? Mais peut-être faut-il réviser la norme de croissance, d'inflation, la norme d'inflation visée. Dans une économie post-industrielle où la productivité est très basse, où l'inflation semble durablement basse, pourquoi fixer un objectif d'inflation qui semble, je suis en dehors de mon domaine de compétences, qui semble en tout cas questionnable à 2% par an? C'est le risque d'aller vers une japonisation de l'économie européenne. Il faudrait s'accommoder du fait que l'inflation, pour des raisons structurelles, est basse, en fait. C'est ça que vous proposez? Oui, sans doute, parce que la mondialisation est là, la productivité est basse, faible dans les pays post-industriels. Les salaires sont durablement, je dirais, plafonnés, maîtrisés, en évolution. Peut-être faudrait-il s'en accommoder. Le danger au-delà de la politique monétaire et d'objectifs, on ne tombe pas amoureux d'un chiffre. Le danger, c'est la japonisation, je l'ai dit, de l'économie européenne, c'est-à-dire un état de vivotement. Au Japon, ça fait quand même plus de 10 ans, voire 20 ans que ça dure, avec une croissance très faible, des montagnes d'endettement qui sont recyclées via les emprunts d'État et la Banque centrale. Et tout ça vivote très convenablement dans une croissance médiocre, sans richesse et accessoirement sans démographie. Merci beaucoup Hubert de la Brûlerie d'être venu nous présenter votre analyse sur cette politique monétaire et les taux d'intérêt. Merci.